de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement ravie de vous retrouver après une petite pause qui a fait du bien et la reprise aujourd'hui se fait à distance. Je suis touchée, heureuse parce qu'en fait j'appelle une jeune femme qui est très loin de moi, mais tellement proche aussi d'une certaine façon, on va le dire, on va le découvrir tout de suite. Je la remercie déjà d'être venue à mon micro. Bonjour Vanessa. Bonjour. C'est vrai, alors les auditeurs et auditrices vont nous pardonner parce que c'est vrai que nous sommes très loin l'une de l'autre, que c'est une première pour moi parce que j'ai l'habitude des enregistrements à distance, mais pas par WhatsApp. Donc ils vont nous pardonner, mais c'est trop cool d'être connecté à Vanessa. Ouais, bah pareil, hein. En plus, on a déjà eu de tellement bonnes conversations. Donc là, je pense que ça va être super sympa. Ça va être vraiment super sympa. Alors, on va pas faire patienter plus longtemps ceux et celles qui nous écoutent. Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui, Vanessa? Alors, la tranche de vie que j'aimerais partager, c'est une tranche de vie qui pourrait s'intituler Le jour où je suis devenue belle ou, comme on en avait discuté, en fait, le jour où j'ai décidé d'accepter une partie de qui je suis et de cesser de la voir à travers les yeux des autres, mais de juste voilà, m'accepter à 360 Dans degrés, ton de manière entièreté. multidisciplinaire. Voilà, dans mon entièreté, de manière holistique. Voilà, voilà. Super. Alors, avant de nous dire quel est ce jour, le fameux jour où tout a basculé, et Mhm. qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi tu ne t'acceptais pas? Ben, en fait, j'avais pas, il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas, pour être honnête et pour être 100% honnête. C'était plus, en fait, euh, j'étais plus dans une mentalité où, en fait, la beauté, c'est bien, l'extérieur, c'est bien, mais ça ne va pas au marché, quoi. C'est-à-dire que les choses que je sais qui sont mes attributs, c'est mon intellect, c'est peut-être mon sens de l'humour pour certaines situations en tout cas, c'est mes compétences et mes aptitudes physiques. Voilà. Donc en fait, le, l'apparence physique n'était pas ma priorité. Mhm. Donc, c'est pas comme si j'ai été affectée à un point où, franchement, c'était quelque chose qui ruinait mon quotidien. C'était plus, en fait, quelque chose que j'avais vraiment mis de côté. Mhm. Peut-être parce que Par par protection? refoulement, peut-être, Par voilà, protection? ou par protection, pour plein d'autres raisons. Mhm. Mais, et c'est pas faute d'avoir eu beaucoup de sollicitations autour de ça. C'est-à-dire, quand je dis sollicitation, le fait que ce soit une conversation qui ait lieu très régulièrement, surtout chez moi, dans la famille où j'ai grandi, etc. Mais pour autant, c'était peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles, en fait, je j'étais pas sur ça, en fait. Pour faire simple, pour dire ça de manière de manière Très brute de décoffrage. très brute de décoffrage, j'étais pas sur ça. C'était pas mon Tu centre as grandi d'intérêt. où, C'était pas quelque Vanessa? chose. Alors, j'ai grandi en Guadeloupe. Mhm. J'ai grandi en Guadeloupe, je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe et je suis partie quand j'ai eu 17 ans, enfin après mon Oui, bac, comme pour 17 ans et demi. beaucoup, après le bac, Comme pour faire voilà, des études. l'exil quasi obligatoire après le bac pour ceux qui veulent poursuivre certains types d'études qui ne sont pas dispensés en Guadeloupe. Et donc en fait, je suis partie donc en Hexagone au départ. Mhm. Voilà, hein, je vous épargne, enfin j'épargne aux auditeurs le parcours scolaire, hein, ça ne sert à rien. J'ai vraiment fait un zigzag au niveau de mon parcours scolaire, en tout cas à cette époque. Mhm. Je réussissais tout ce que j'entreprenais, mais j'étais vraiment juste pas convaincue en fait que c'est ce que j'allais faire toute ma vie. Je l'ai dit à mes parents. Mes parents étaient très. Dès l'âge de 12-13 ans, on m'avait dit écoute, il faut que tu te prépares parce que tu vas partir après le bac.
Le bac, c'est juste la porte ouverte. Le bac, c'est le début. Donc, en fait, moi, quand je suis partie en Hexagone, c'était sans réelle conviction parce qu'en fait, j'étais déjà d'avis de dire que ce qu'on décide de faire quand on a 17-18 ans, c'est trop de responsabilité pour un jeune, pour un enfant encore, hein, si j'étais encore mineure, de décider qu'est-ce qu'il va faire le reste de sa vie. Donc, en fait, je suis partie. Encore une fois, c'était très, très, très différent comme environnement et on se retrouve seul. On se retrouve seul avec soi-même et c'est là que moi, j'estime que j'ai appris à me connaître, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, quand on grandit, et ça, c'est mon expérience et je parle que de moi, hein. Ah oui, absolument, oui, on est d'accord Mon, là-dessus. grandir aux Antilles, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est notre société, notre culture, notre pays, tout ce qu'il y a en Guadeloupe. L'avantage de grandir en Guadeloupe, moi je vois ça comme un privilège, Clairement. a beaucoup, a beaucoup aussi fait porter beaucoup de poids sur les épaules. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas révéler de soi-même parce qu'il y a cette mentalité où il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux pas montrer, tu dois être souvent dans le rapport de force, en tout cas ça c'était mon cas. Et donc en fait du coup me retrouver seule, j'avais mon petit appart d'étudiant, de me retrouver seule, livrée à moi-même parce que je suis très famille, ma famille, j'ai une merveilleuse enfance, mes parents merveilleux parents, enfin je peux pas me plaindre, mais je me suis retrouvée seule. Et donc en fait, c'est là que l'introspection commence, c'est là qu'on qu'on interagit avec les gens, des gens qui sont différents, hein, parce qu'en fait, on se retrouve aussi confronté à un choc culturel. Il y a des affinités qui se créent avec des gens qui ne sont pas du tout du même environnement que nous, et donc les codes sont différents, etc. Et donc en fait, on se remet vachement en question. Bizarrement, je ne me suis pas remise en question sur mon physique. Parce qu'en fait, jusqu'à ce que j'arrive en Hexagone, ce n'était pas quelque chose qui était valorisé, hein, pour dire ce qui est. Le profil que j'ai, le physique que j'ai, j'étais très grande, très vite, ado, donc je suis très, très grande Ah, tu pour la mesures plupart des combien sans gens. indiscrétion? Je mesure 1,80 m. Alors après, je ne suis pas 1,90 m non plus. Mais Oui, mais c'est un c'est mètre vrai 80, oui, que... c'est assez grand pour une fille, Oui, je veux voilà, dire, c'est mais quand même assez grand. voilà, mais Voilà. c'est une belle taille, point. Oui, c'est une très belle taille, mais quand on a 11 ans et que tous les camarades font 1,60 m et qu'on fait déjà 1,70 m, c'est délicat. Voilà, donc en fait, et donc en fait, ça c'est quelque chose qui est très très important à noter quand même. Et je sais que, et quand je le dis pas avec misérabilisme ni quoi que ce soit, mais de grandir aux Antilles, quand on est une femme foncée de peau, c'est une expérience qui est un petit peu différente que de celle des autres, des personnes qui sont plus évidemment métissées ou des personnes, voilà, d'autres carnations. C'est différent. Donc en fait, la manière dont on interagit avec le monde quand on arrive dans un pays où on n'est plus la majorité, parce qu'en Guadeloupe, on est quand même majoritairement plus noir, Mhm. et on arrive dans le pays où on est la minorité, c'est une manière différente d'interagir. Mais c'est aussi une manière différente d'interagir avec d'autres communautés afrodescendantes aussi, qui, elles, du coup, c'est comme si, en fait, des mythes ou des vérités qu'on s'était dites sur la beauté, en fait, sont complètement déstabilisées parce que du coup, moi qui me suis considérée une femme, pas nécessairement, c'était à l'époque en tout cas, c'était pas ma priorité, la beauté. Des femmes que j'avais en face de moi qui n'arrêtaient pas de me complimenter ou de me dire mais Vanessa, franchement, et je comprenais pas en fait parce que je me dis mais pourquoi on parle de ça? On devrait parler de sport, on devrait parler d'école, de la fac, de je sais pas, mais pas ça en fait. Et donc du coup, il y a beaucoup d'introspection qui a eu lieu, en tout cas au niveau de ma personnalité, certes, quand je suis arrivée en Hexagone. Mais quelques années plus tard, en fait, c'est ça quand je suis arrivée à Londres, c'est là que je me suis dit, ouais, mais peut-être que t'es pas si moche que ça. Alors, si tu te Et peut-être que dis, c'est pas si... pardonne-moi, si tu te dis, peut-être que je ne suis pas si moche que ça, c'est qu'à un moment donné, tu as pensé, je suis moche. Non, pas vrai. En fait, le truc, c'est que en fait, je naviguais pas ma vie en me disant, oh, je suis moche. Est-ce que En tu fait, aimais c'est ce que plus tu un voyais dans le euphémisme. miroir, Voilà, sans mettre de mots? voilà, c'est-à-dire c'est un Est-ce que tu euphémisme. aimais ce que tu voyais dans le miroir?
J'aimais ce que je voyais dans le miroir parce qu'en fait, j'étais athlète. Donc, en fait, j'aimais la puissance de mes cuisses, j'aimais le fait que j'avais des abdos, j'aimais le fait que j'ai une constitution forte. Et donc, ça voulait dire que je pouvais vraiment gérer les entraînements que je faisais. Parce que j'ai fait de l'athlé, après j'ai fait du basket, etc. Donc j'aimais ça, j'aimais ce que je voyais. Mhm. Pour regarder mon visage, je me disais, bon, oui, voilà, enfin, j'ai un visage, quoi. Mes cheveux, pareil, moi j'ai été défrisée très tôt. Et donc, en fait, arrivé au lycée, moi j'ai coupé mes cheveux. Je me suis parce que le défrisage, j'étais partie aux États-Unis, je m'étais fait faire un défrisage qui avait trop bien fonctionné. Donc j'avais les cheveux tout plats, que dry, etc. Donc je me suis dit, je coupe tout. Et donc, dès le lycée, j'avais les cheveux courts. Et quand je suis arrivée en Hexagone, c'est là que j'ai commencé à faire des tresses, hein, voilà, expérimenter avec d'autres types de coiffures. Mais donc, en fait, j'ai grandi dans une famille où les femmes sont très coquettes, etc. Je n'étais pas plus coquette que ça. J'ai toujours aimé mes vêtements, donc j'aimais comment je m'habillais. Je trouvais que j'avais un bon style, mais c'est un euphémisme que de dire, ouais, peut-être que c'est pas si moche que ça, parce qu'en fait, dans le fond, et j'avais intégré des codes de beauté qui n'étaient peut-être pas les codes de beauté qui sont les codes de beauté que j'ai développés en, en élargissant ma sphère, en fait, la sphère de ce que je voyais, en me laissant moi-même déterminer qu'est-ce que je trouve beau. Et là où je dis que peut-être que tu n'es pas si moche que ça, je te dis pourquoi ça n'a pas vraiment attrait à la plastique, mais plus à la personnalité. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une personnalité un peu, allez, un peu, je rechigne, je boude, je suis toujours de mauvaise humeur, toujours de mauvais poil, un peu caractère de cochon, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, c'était quelque chose et c'est quelque chose que quand je retourne au pays et quand je rentre aux Antilles, qui revient un peu. Et je ne sais pas pourquoi, et peut-être qu'il faut que je réfléchisse et que je trouve la raison pour laquelle c'est le La, cas. la Guadeloupe te Mais déclenche ça en toi, oui. des fois, non, la Guadeloupe me déclenche de mauvaises réactions, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est peut-être l'univers familial, parce qu'en fait, on me connaît comme cette personne râleuse, voilà. Donc en fait, c'est à ça que les gens s'attendent quand je suis là, en fait. Donc Ils tu s'attendent pas réponds à à ce que je leurs sois, attentes, en fait. voilà, peut-être ou pas, hein, tout simplement. Peut-être qu'en fait, le fait que ce soit l'attente, ça m'énerve. Donc en fait, du coup, je leur donne ce qu'ils veulent, mais pas parce que je veux le leur donner, mais c'est parce que comme je sais que c'est ça l'attente, ça m'énerve, en fait. Et donc donc c'est plus ça, en fait. Mais dans le fond, en fait, en ayant quitté le cocon familial, en ayant quitté mon chez-moi, en fait, j'ai développé d'autres aspects de ma personnalité que je ne savais même pas qui existaient. C'est-à-dire un peu plus de douceur, un petit peu plus de calme, d'empathie, de compassion, un petit peu plus de... Et puis, je n'étais plus athlète. Donc, en fait, mon identité, il fallait que je la redéfinisse. Et j'ai trouvé beaucoup de sérénité, en fait. Et je pense qu'en fait, en trouvant cette sérénité, c'est là que je me suis dit, bon, en fait, non, ouais, t'es pas moche. En fait, t'étais juste tout le temps de mauvais poil, en fait. Et c'est de là que devient, en fait, cette acceptation de, OK, j'ai un changement à faire au niveau de ma personnalité. Je dois voir les bonnes choses qui sont dans mon caractère. Je dois faire cette introspection et me dire, OK, la beauté, c'est pas juste la plastique. La plastique s'en va. Tu peux faire un accident demain et que voilà, les choses changent. Mais en fait, On si je change, on reprends tout ce évolue. que tu me dis depuis qu'on échange, la, la plastique, justement, n'a jamais été une priorité pour toi. Voilà, en fait, c'est ça. Ça a jamais été la priorité. Mais je pense que le jour où je me suis trouvée belle, c'est le jour où je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est cette lumière que tu as à l'intérieur de toi qui irradie. Et donc, en fait, qui, lorsque tu souris ou lorsque tu approches les personnes se disent, waouh, t'es trop belle. En fait, Et tu en avais fait, du non, c'est mal à pas la plastique. accepter que l'autre te trouve belle. Oui, Ou te le alors, dise. pourquoi? Oui, j'avais du mal, hein, j'avais du mal à accepter, hein, et même encore avant hier au bureau, il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit à ma collègue, ah ouais, en fait, cette personne-là est venue dans le bureau, elle t'a trouvé trop belle, et je me suis dit, ok, ok, cool. Pour moi, en fait, quand on te dit que t'es beau, c'est comme si on te dit félicitations, t'as gagné la loterie génétique, quoi. Et pour moi, voilà, c'est une loterie, en fait. Pour moi, oui, ça a de l'importance dans un sens, certes, mais dans le fond, oui, j'ai jamais vraiment
Et j'y porte pas, la plastique, ouais, j'y porte toujours. Enfin, ouais, je Qu'est-ce porte que pas tu beaucoup as fait d'attention à la quand tu étais plastique. sur Londres? Alors, quand je suis arrivée sur Londres, ben, en fait, bon, faut savoir quand même que quand j'étais sur Paris, j'ai été repérée pour faire du mannequinat quand j'avais 18 ans. Bon, mes 2 dernières années à Paris, puisque j'ai déménagé sur Paris, j'ai été repérée par, un créateur au départ qui, m'a dit: «Oh, est-ce que ça te dirait de défiler, pour moi?» J'ai défilé, mais moi j'ai jamais fait ça en fait, je savais pas. Et donc en fait, bah, j'ai débarqué, il y avait plein de mannequins professionnels et j'ai rencontré l'une de mes meilleures amies, qui est encore une de mes meilleures amies maintenant, hein, et qui m'a un peu guidée à travers tout cet univers au départ, agence par agence et Cet tout. univers impitoyable, hein. Enfin, impitoyable ou pas, hein, parce qu'en fait, bizarrement, contrairement à, par exemple, le monde du travail corporate, hein, si on peut le dire ainsi, moi, j'ai moins souffert, hein, dans le mannequinat que dans le monde irascible de la pub, des agences de pub, des médias, etc. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les médias, dans la pub, le marketing et tout. Et finalement, dans le mannequinat, j'ai fait beaucoup d'amis, j'ai rencontré des personnes magnifiques. Et il y a eu des gens qui n'étaient pas sympas, des directeurs de casting qui étaient, ouais, voilà, qui n'étaient pas nécessairement agréables. Mhm. Mais pour être honnête, c'est un monde qui est moins dur et moins dégueulasse qu'on le croit, en fait. Moi, en tout cas, Tout dépend peut-être du caractère et de la façon dont on l'apporte, tout simplement, comme dans tous les oui, secteurs en tout fait. simplement. Oui, voilà, comme dans tous les secteurs, et j'ai envie de dire, tout dépend des choix qu'on fait aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi avoir la bonne disposition. Moi, ça avait jamais été quelque chose qui était même possible pour moi. Enfin, j'ai jamais imaginé. Moi, ma mère, quand j'étais Oui, je petite, elle pense me que le disait, stress que vit une jeune femme qui rêve d'être mannequin, ce n'était absolument pas ce voilà, que tu vivais toi, quoi. Puisque ça ne t'était exact, même pas exact. passé par l'esprit, quoi. Oui ou non, ça m'était pas passé par l'esprit, et malgré le fait quand même que ma mère me l'ait dit toute mon enfance, hein, parce que faut savoir quand même que ma mère, elle prenait à l'époque, c'est là où il y avait les mannequins noirs, c'était le catalogue La Redoute, où, les pages lingerie, ils mettaient toujours une femme noire, La noire de dans quota, oui. dans tes pages. Voilà, et donc en fait, elle me disait: «Mais regarde, tu lui ressembles». Je dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? C'est pas possible». Elle dit: «Je suis sûre que quand tu seras grande, c'est toi qu'on va voir dans les catalogues». J'ai dit: «Mais arrête arrête». Et du coup, le jour où j'ai fait un catalogue, ben, ça a pas raté, hein. Ça a pas raté. «Je te l'avais dit, tu m'écoutes pas, tu es trop têtu», et cetera, et cetera. Donc bon, oui, effectivement, j'ai été mannequin quand je suis arrivée quand j'étais à Paris. Mhm. Du coup, je suis partie à Londres, en partie parce qu'en fait, le système français j'avais du mal en fait à m'adapter, enfin pas m'adapter, mais En tout à cas, il te m'épanouir convenait dedans. pas. Voilà, j'avais du mal à m'épanouir dedans. J'avais aussi beaucoup d'opportunités au niveau du mannequinat à Londres, souvent parce qu'en fait, justement, bah, ils engageaient beaucoup plus de mannequins noirs, pour des boulots plus commerciaux, style pub, style beauté, tout ce qui était. Voilà. Parce que au début, j'ai commencé dans la mode, mais en fait, j'ai vite été plus castée pour des pubs, pour des marques de make-up, pour voilà, donc en fait, pour des showrooms, pour des catalogues, des choses comme ça. Et D'accord. donc à Londres, mon profil était beaucoup plus en demande. Donc en fait, je me suis dit, bon, ben, chic, je vais essayer de continuer mes études là-bas, trouver une agence là-bas. Et donc je suis partie là-bas, etc., etc. Et là, choc culturel encore plus frappant, parce qu'en fait, du coup, on arrive vraiment dans un écosystème où même tu dis aux gens d'où tu viens, ils savent même pas où c'est sur une carte. Tu as le choc. Parce qu'en France, on sait où est la Guadeloupe, un peu, mais un minimum. Voilà, un minimum pour les gens un peu cultivés ou qui ont un peu suivi en cours de géographie. Mhm. Mais en, en Angleterre, enfin à Londres, c'était vraiment, déjà rien que de dire le nom, ils comprenaient pas ce qu'on voulait dire. À part si on leur disait Thierry Henry, là, ils savaient. Ah oui, Ah, oui. Thierry Henry, oui, je viens de là où ses Non, parents mais viennent. ça fait Ah, tout de ok, suite oui. derrière Guadeloupe, mais Caribbean, ça, c'est bon. Oui, Ils Caribbean, ils arrivent savaient, à... mais quand tu disais Caribbean, ils disaient ah, Jamaica. Je dis non, Voilà. c'est pas de la Jamaïque, non, la Guadeloupe. Mais bon, quand je disais Thierry Henry, ils visualisaient un peu mieux quand même. Donc, pour le coup, c'était encore le choc culturel. C'était encore plus isolant en fait, dans le fond, parce qu'en fait,
Bah, à Paris, j'avais encore certains de mes amis qui étaient des amis, qui sont venus étudier en France comme moi, donc on se voyait, voilà, il y avait quand même un tissu social qui était un petit peu plus connu, en fait. Alors que quand j'ai été, sur Londres, j'étais vraiment très, très isolée et donc en fait, vraiment le miroir, il est là et qui es-tu, en fait, dans ces situations où tu te sens isolé? Qui es-tu dans ces situations où tu essaies de comprendre, tu comprends pas, tu essaies de te faire comprendre, on te comprend pas non plus et je parlais déjà couramment anglais, hein, quand je suis arrivée à Londres, mais il y a quand même les accents du Nord, il y a quand même, voilà, des nuances, des petites expressions qu'on comprend pas, qu'on sait pas, on se sent un petit peu perdu, en fait. Mhm. Et c'est là que d'autres aspects de ma personnalité se sont révélés, cette résilience, ce côté où j'étais, cette adaptabilité que je ne savais pas que j'avais, cette détermination aussi, parce qu'en fait, j'arrivais, bon voilà, en tant qu'étudiante, etc., mais j'arrivais aussi avec, donc voilà, ce bagage où je voulais continuer de faire le mannequinat pendant que je faisais mes études. Et c'était des gens, ils se connaissaient tous dans l'industrie déjà, ça faisait peut-être des années qu'ils se connaissaient. Les agents, ils avaient leurs préférés, etc., etc. Donc, de s'imposer aussi dans un milieu comme ça, où au final, c'est pas une question de beauté. Toujours, c'est pas, et c'est ce que j'ai appris en tout cas dans mes années en tant que mannequin, c'est qu'il ne s'agit pas toujours qu'une question de beauté. Il s'agit aussi d'être quelqu'un de fiable, de quelqu'un sur qui on peut compter, de quelqu'un de professionnel, quelqu'un de sympa aussi quand on arrive sur les shoots. Parce qu'en fait, c'est toute une équipe qui fait qu'on est là et qu'on est mis en beauté, qu'on est mis en valeur. Et donc, en fait, si on manque de respect aux différents membres du staff, à la maquilleuse, à la coiffeuse, au gars qui fait la lumière, bah, il y a des chances que bah, voilà, ça ne sort pas comme on veut. Si les gens ils sont bonne vibe, ils sentent que tu exudes quelque chose de positif, ils ont envie de te mettre en beauté, ils ont envie de passer un petit peu plus de temps. Peut-être plutôt que de prendre 10 clichés, ils vont en prendre 150. Et donc, il y en aura beaucoup plus. Donc, en fait, c'est ça, en fait, que j'ai réalisé à mon propos, c'est que j'avais, en fait, ce côté où je voulais vraiment, en fait, réussir. Et, et au final, de réussir, d'avoir cette motivation, ça a révélé des aspects de ma personnalité qui, en fait, m'ont fait me dire, mais en fait, ou pas mauvais, hein, franchement, c'est cool d'être, tu sais, c'est pas, Tu as passé combien de temps sur Londres? j'ai vécu 16 ans à Londres. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai vécu 16 ans à Londres, mais j'ai arrêté le mannequinat en 2000. Alors, j'ai envie de ne pas me tromper. J'ai arrêté définitivement le mannequinat parce que après, quand j'ai commencé à bosser, je faisais quand même un peu à côté. Définitivement le mannequinat en 2000, 2008, 2009. Est-ce que c'est le mannequinat qui, selon toi, t'a justement aidé à faire ce travail sur toi à fond et à te révéler à toi-même? Je pense que ça a forcément aidé, hein. Je pense que ça a forcément aidé, mais je faisais déjà du mannequinat les 2 premières années où j'étais À mannequin à Paris? Paris. Mhm. Je n'avais pas nécessairement, encore une fois, je me disais: «Mais moi, en fait, je suis là, mais je sais pas pourquoi je suis là, en fait». D'accord. Je sais pas, c'est pas le syndrome, c'est vraiment un peu un Donc c'est syndrome de le l'imposteur. choc culturel londonien qui t'a Je boosté? pense que c'est vraiment ça qui m'a déclenché le truc, parce que ça m'a vraiment révélé, qui je suis, en fait. Ça m'a révélé qui je suis. Puis j'étais un petit peu plus, j'avais pris un petit peu plus d'âge, j'avais peut-être 21 ans à l'époque. Bon après, c'est pas super vieux non plus, mais entre les 17 ans où je suis arrivée, j'ai débarqué et 21 ans, Oui, il y tu a as quand même eu mûri, du tout travail. simplement. C'est jeune, 17 ans, Voilà tu et sais. ouais, exact, ouais, je m'en rends compte. Mais franchement, pendant quand j'étais mannequin à Paris, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur où j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que je fais là, en fait?» Et c'est pas faute d'avoir fait des éditos, c'est pas faute d'avoir fait, voilà, j'ai fait des choses, hein, quand j'étais sur Paris. J'ai défilé, j'ai des clips, voilà, j'ai fait des choses. Mais non, Tu ne te le sentais pas la légitime, en fait. voilà, j'étais pas légitimée dans le truc. Je me suis dit: «Mais c'est une blague, ils vont se réveiller un jour, ils vont se dire: "Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, qui l'a ramenée ici?" Et cetera. Donc en fait, c'est quand je suis arrivée à Londres que là, c'est quelque chose que j'ai poursuivi par moi-même parce qu'il a fallu que j'aille faire les agences. Mhm. Heu, il a fallu que quelqu'un prenne la chance, qu'un booker prenne la chance et qu'il me fasse confiance, en fait. Mhm. Et en fait, je me rappellerai toujours le soir où je me suis dit ça. La journée, j'étais
j'étais en rush, j'avais des castings. Je me rappelle, j'avais été chercher un truc dans une pharmacie et tout avant d'aller à un casting. Et j'ai bousculé un monsieur. Et j'ai dit, oh là là, désolé, excusez-moi et tout. Et le monsieur, il m'a répondu, ne vous excusez jamais. Vous êtes magnifique. Et puis, il est parti. Et je me suis dit, oh Waouh. là là. Ah ouais, Je me ok. suis dit, ouh là là, c'est quoi ça? Déjà, je comprends pas d'où ça vient en fait, parce que ça c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui de l'extérieur. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas sur mon physique, c'est pas par rapport à mon physique qu'il a dit ça. Je pense qu'en fait, quand il a vu comment j'étais effarée et j'ai rigolé en fait, j'ai vraiment rigolé, mais j'ai rigolé aux éclats. J'ai dit oh là là, mais quelle gaffe et tout, désolé et tout, et j'ai rigolé. Et je l'ai vu sourire et il a dit non, ne vous excusez jamais, madame, vous êtes magnifique. Et puis il est parti. Je pense je pense que il était très flamboyant, disons-le ainsi. Donc en fait, bon, c'était assez sympa. Et le soir, quand je suis rentrée, je me suis dit ouais, mais en fait, ça va, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose, mais cette révélation, encore une fois, c'était pas par rapport au fait, c'était pas en tout cas uniquement par rapport au fait d'avoir été validé par quelqu'un ou le fait d'avoir fait du mannequinat, parce qu'on me l'avait déjà dit 100 000 fois auparavant. Mais je pense que c'est le jour où je me suis dit, mais en fait, vraiment, c'est ça, c'est accepter que tu n'es pas obligé d'être tout le temps dur, tu n'es pas obligé d'être tout le temps forte, tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans le rapport de force. Tu peux t'excuser, par exemple, ou tu peux être confuse et admettre que tu es confuse, ou tu peux ne pas être têtue, ou tu peux être quelqu'un de vulnérable. Et ça, c'est le gros truc. Et je pense que c'est le plus gros truc parce que quand je suis arrivée en Angleterre, j'étais très, très, très vulnérable. Et je l'ai été pendant un bon moment hein, au début quand j'étais à Londres parce que vraiment, c'est bouleversant. C'est un système complètement différent. On l'est toujours un peu, non? C'est notre Oui, on l'est humanité, toujours un notre peu. vulnérabilité. Tout à fait. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais jamais eu l'occasion de m'asseoir avec cette idée que j'étais vulnérable. En fait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Déjà, Oui, non, je vois. de réaliser qu'on est dans un contexte où on est plus vulnérable qu'un autre. Déjà ça, et bien sûr que voilà, on peut être vulnérable à n'importe quel moment de sa vie, mais plus particulièrement là, je me suis dit qu'il y a de la beauté dans cette vulnérabilité. Et il y a de la beauté dans les gaffes, dans faire des gaffes. Parce que moi, je suis quelqu'un, si par exemple, si je faisais une gaffe, c'était oulala, Vanessa, comment ça? C'est un peu le côté high achiever, le côté où tu dois toujours être bon, toujours faire plus. C'est le côté athlète aussi, où tu dois toujours aller plus haut, Dans la avoir un meilleur performance. chrono. Voilà, toujours dans la performance. Et au final, de te dire que bah non, mais là, j'ai gaffé, là j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on rigole et on avance, quoi. On pourrait parler des heures avec toi et que le temps passe. Mais J'aimerais désolé. savoir. Non, pourquoi désolé? Pas désolé. Non, non, je suis très heureuse parce que ça veut dire que tu te sens à l'aise. Merci. Ouais. Tu es très très loin, encore une fois. Tu as choisi de vivre ailleurs, ou choisi, ou la vie t'a mené ailleurs en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de la Vanessa d'aujourd'hui? Franchement, Ah, je franchement, me kiffe! Franchement, Hélène, je me kiffe. Non, franchement, vraiment. j'ai Non, pas mais t'as envie le droit de d'être le dire, hein? T'as le droit de le dire, hein? on a le droit de le dire. Non, franchement, je suis quand même fière de moi, en fait. Je suis fière de moi, mais j'ai encore des fois ces moments de doute hein, où je me dis, mais est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je fais les bonnes choses? Mais Est-ce que c'est tout à j'agis fait avec les... humain, ça, non, Vanessa, quand Voilà. même? Ouais, non, mais je sais bien, hein, j'entends, oui, Enfin, pour c'est moi, humain, mais personnellement, je pense que quelqu'un qui arrête de douter, il y a quelque chose qu'il a raté, quoi. ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, mais franchement, plus que je me kiffe, oui, je me kiffe, bien entendu. Mais à l'époque, je me kiffais aussi, même quand classiquement, je me trouvais pas truc. Bah, je me suis toujours relativement aimée, mais il y a des choses, en fait, auxquelles je n'avais pas pensé, sur lesquelles je n'étais pas au clair, en fait. Et là, pour le coup, je sais m'excuser quand il faut. J'aime les gens de manière authentique et honnête. J'arrive à dire aux gens que je les aime. J'arrive à admettre quand je fais des erreurs. Ouais, j'aime beaucoup mon parcours. Je suis fière en fait de qui je suis devenue. Personne n'est parfait, mais Ah, non, la perfection n'existe pas. Je dirais que tu as voilà. su développer par tout cela la bienveillance envers toi-même. Tu étais dur avec toi. Oui. Après, des fois, ça revient un peu. Alors C'est un après combat justement constant. Hein. ce long parcours, qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux femmes qui ont tendance à être trop dures avec elles-mêmes?
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est ma réponse. Je leur dirais que je comprends. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attentes envers les femmes. La société, les gens, de manière générale, ont beaucoup d'attentes envers les femmes. Et je ne sais pas si tu as vu le film Barbie, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, bref. Ouais, mais dans le film, ouais, c'est très controversé, mais il y a un monologue. C'est la seule partie du film que j'ai aimé, d'ailleurs. Où, en fait, on te dit qu'il faut que tu sois belle, mais pas trop. Il faut que tu sois sexy, mais pas trop. Il faut que tu sois ambitieuse, mais pas trop. Il faut que tu sois la femme idéale, la femme domestique idéale. Mais en même temps, il faut que tu sois la femme d'affaires. La carriériste. Voilà. Donc, en fait on doit tout faire, mais pas trop. Et pas trop peu non plus. Et en fait, il y a beaucoup d'attentes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai de l'empathie envers les femmes qui sont dures avec elles-mêmes, c'est parce que souvent, en fait, on leur a pas laissé le choix, en fait. Et que souvent, on leur renvoie qu'elles ne sont jamais assez, ou sinon, qu'elles sont trop, en fait. Et donc, j'ai beaucoup d'amour pour ces personnes. Après, la chose que je leur dirais aussi, c'est que ça peut motiver certaines personnes à se surpasser. C'est vrai. Être dur avec soi-même, mais je trouve que ça vaut pas toujours le coup, en fait. Ça vaut pas le coup parce qu'en fait, concrètement, ça mène à quoi, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que ça rapporte de se s'auto-flageller? Qu'est-ce que ça rapporte de se regarder dans le miroir et de se dire des choses qui sont pas agréables? Qu'est-ce que ça rapporte de toujours se comparer aux autres? Parce qu'il y a aussi ce côté comparaison où on est dur avec soi-même parce qu'on se dit que les autres ont, les autres font, les autres... Voilà. Et donc, en fait, je trouve que ça n'amène à rien, en fait. Ça n'amène à rien, donc... Et c'est quelque chose que ma mère me disait souvent. Tant que tu peux te regarder dans le miroir et être fier de ce que tu vois, ben, en fait, peu importe ce qui se passe autour, n'a aucune importance, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que quand je me regarde dans le miroir, j'ai jamais cherché le négatif. J'ai toujours cherché le positif. C'est pour ça que je dis à ces femmes je ne suis pas donneuse de leçons, mais... De chercher le positif dans le miroir. Voilà. Ouais, chercher le positif dans l'humour, mais surtout se concentrer sur les choses qui ont une valeur ajoutée réelle, en fait. Parce qu'en fait, se faire du mal n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Ça peut temporairement être une source de motivation, ça peut temporairement être une source de surpassement de soi, mais c'est temporaire. C'est un sprint, c'est pas un marathon, en fait. Et donc, en fait, la vie, c'est un marathon. Donc, en fait... d'être dur avec soi-même sur la durée, c'est juste pas faisable, en fait. C'est pas viable. Donc, voilà ce que je leur dirais. Je sais que c'est un peu long, mais en gros, c'est ça. C'est un très, 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 très beau mot de la fin. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi, Vanessa. Vraiment, je crois qu'on pourrait discuter en effet des heures. Ouais, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on papote, hein, quand même. Et puis, je te dis que lorsque tu reviendras en Guadeloupe, n'hésite pas à faire coucou, ça me fera plaisir. On fait ça. Je serai là en juillet, donc on se verra en juillet. Ah voilà, rendez-vous est pris. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je te souhaite une belle continuation, une belle vie, vraiment. Merci. Bravo pour ce regard que tu as fait évoluer. Merci à toi et puis merci à toi d'avoir permis cette conversation aussi. Et qui te porte aujourd'hui. Vraiment super, vraiment. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je ne sais pas, je crois qu'il est déjà tard pour toi, hein, je crois en plus. Hein. Non? Là, il est 20h45. Ouais, donc il est tard pour toi. Il est tard pour toi la journée. Je suis à moitié de la journée là pour moi. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. À très bientôt, merci. Merci à toi, Vanessa. Bye bye. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.